Bonjour Mathieu Bablé, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Merci de te joindre à nous, ça fait super plaisir. Eh ben, c'est cool. Ouais, ouais, moi je partage l'engouement parce que l'initiative est trop bien. C'est trop bien de faire des festivals confinés à défaut de pouvoir en faire en vrai. Donc Mathieu, tu es l'auteur de Carbone et Silicium qui est sorti fin août au label 619. Comment tu te sens après la sortie de cet album? Est-ce que tu t'as ressenti une... Enfin ouais, dis-moi comment tu te sens. Apaisé, apaisé parce que en fait, Carbone et Silicium, à la différence de Shangri-La qui était un peu un succès surprise, là, Carbone, fallait confirmer que tout ce que les gens avaient pu bien penser de mon travail, du coup, je pouvais le répéter sur un album suivant. Et ça, c'est quelque chose qui a été, qui était un doute, moi, tout au long de la production et jusqu'au moment de la sortie. Et de voir qu'il y a un aussi bon accueil critique, du coup, ça rassure énormément. Et alors, t'as fait une préface, il me semble... non. T'as un peu parlé de ta conception de l'album au tout début. Si j'ai bien compris, en fait, est-ce que c'était une sorte de quête un peu initiatique, cet album, par rapport aux autres? Comment tu l'as ressenti? Disons qu'en fait, finalement, là, ça fait à peu près 10 ans en fait, que je fais de la bande dessinée. Et en fait, moi, je voyais en Carbone et Silicium la synthèse de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'à un moment, on commence à avoir un peu de recul sur son travail, que ce soit en termes de scénario ou en termes de dessin, un peu plus de maîtrise aussi, enfin. Et donc voilà, moi, tous les thèmes conscients ou inconscients que j'avais un peu brassés tout au long de mes albums, je voulais les synthétiser dans Carbone et Silicium pour voilà, en faire une espèce d'œuvre qui assez mature, enfin qui aurait été en tout cas suffisamment mûrie par rapport à tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Hmm. Euh, alors, qu'est-ce que c'était ton but? Est-ce qu'il y avait vraiment un message que tu voulais faire passer avec cet album? Alors oui et non, disons que à contrario de Shangri-La, qui est vraiment un pamphlet anticapitaliste très très direct. Avec Carbone et Silicium, je voulais en fait, je voulais faire une photographie du monde d'aujourd'hui et des considérations et des problématiques qu'on a à l'heure actuelle, sans émettre spécialement de jugement, parce que finalement, moi, comme n'importe quel citoyen, je ne sais pas quoi faire et on se sent un peu démuni face à l'ampleur de la tâche pour arriver à renverser ne serait-ce que la problématique environnementale. Et donc voilà, il y avait cette idée de se dire, bon, je vais faire un état des lieux un peu brassé, assez large, notamment en termes technologiques, mais aussi en termes sociaux, de voilà, tout ce qui anime aujourd'hui les débats de la société. Et, euh, et donc voilà, le message, en fait, il serait plutôt dans cette envie voilà, de brasser sur de tout ce qui nous concerne aujourd'hui et qui concerne le monde dans lequel on vit. Moi, quand j'ai lu Carbone et Silicium, il y a un truc qui m'a un petit peu interpellée, c'est que euh, j'ai l'impression que, en tout cas, dans l'album, tu dépeins une vision un peu optimiste, parce que finalement, ça commence à être vraiment la merde au bout de genre 100 ans, quand même. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ta vision du futur? La façon dont Alors, tu l'imagines? Alors, deux choses. Alors, effectivement, pour les biens du scénario, et parce qu'il fallait que ça soit une histoire qu'on suive tous les 15 ans, quoi, à chaque saut de génération robotique, finalement, effectivement, l'évolution du monde est extrêmement lente, alors que tout nous indique en fait qu'elle va être beaucoup plus rapide. Donc, effectivement, là, ce côté optimiste, en fait, il a été impulsé par une contrainte narrative, effectivement. Mais à côté de ça, je pense que ce qui était important, enfin moi je suis pas de la veine collapsologue, en tout cas à penser que du jour au lendemain, il va y avoir l'environnement va devenir catastrophique, pardon, et on va plus pouvoir vivre correctement. Je pense qu'il va y avoir une lente dilution, alors peut-être pas sur 300 ans, peut-être beaucoup plus rapide quand même, mais une lente dilution de nos conditions de vie, alors principalement pour nous occidentaux, parce qu'effectivement on est au top à ce niveau-là, et puis on va voir ces conditions de vie se dégrader. Et donc moi, c'était important de montrer que quand même que ça prenait du temps, que ça arrivait par petites touches, de telle sorte qu'on n'arrivait pas du jour au lendemain sur un environnement post-apocalyptique.
as une postface de Alain Damasio, ce qui est quand même, assez ouf. Est-ce que tu peux nous Ouais. dire, comment c'est arrivé? Alors, sans grande surprise, c'est Sullivan Rouault, est un peu dans tous les bons coups et donc Sullivan, donc ancien, rédacteur, de Comics Blog et du réseau Arts, connaît bien Allo, connaît bien Alain, c'est un ami également du coup, et en fait il m'a fait rencontrer Alain la première fois aux Utopiales 2019 du coup. Et voilà, on a pu passer un peu de temps ensemble et déjà là, c'était intéressant, c'était déjà rien qu'un événement en soi. Et puis en fait, moi, quand j'ai fini ma bande dessinée, j'ai tout de suite pensé à lui en fait pour réaliser, enfin une préface ou une postface, je ne savais pas encore, parce que en fait, les thèmes qu'il aborde, enfin moi, sont ceux qui animent le plus mon écriture en tant qu'auteur de science-fiction. Aujourd'hui, je trouve que c'est un des auteurs les plus pertinents là-dessus. Et donc j'ai contacté Sullivan qui a fait l'intermédiaire. Et voilà, j'avais un peu cette boule au ventre en fait au moment d'envoyer la bande dessinée parce que il allait falloir être jugé par Alain Damasio. Et finalement, ça s'est bien passé et il a plus qu'aimé le livre. Et je pense que ça se ressent à la postface qu'il a écrite. Ça fait quoi, d'avoir, la postface de sa BD signée par Damasio? Là, je peux arrêter d'être auteur de bande dessinée, hein, c'est bon, hein, moi j'ai rien à faire là, hein, tranquille. Non, non, c'est génial, c'est vraiment génial. C'est à la fois intimidant et à la fois en fait, on sent que c'est quelqu'un qui comprend très bien en fait les démarches artistiques, parce que je pense que j'aurais pas pu être compris dans mes intentions les plus profondes par quelqu'un d'autre que lui. Alors dans Carbone et Silicium, on suit l'histoire de 2 robots qui s'appellent donc Carbone et Silicium et moi j'ai lu des critiques qui disaient que c'était une histoire d'amour. Alors j'imagine qu'on a chacun sa vision de l'histoire, mais est-ce que pour toi, leur histoire enfin, est-ce qu'ils sont amoureux ces 2 robots? Alors moi, quand je l'ai écrit, j'ai jamais, posé sur la table, justement que c'était une histoire d'amour. Pour moi, ça allait au-delà de ça, en fait. C'est une histoire de lien profond, tel que 2 êtres qui sont côtoyés pendant 300 ans peuvent avoir. Donc, disons que pour moi, histoire d'amour, en fait, c'est limitant par rapport à tout ce qu'ils ont traversé et tout ce qu'ils sont l'un pour l'autre. Et donc, il y a de ça, oui, mais disons que c'est une histoire de liens qui sont presque des liens entre frères et sœurs, entre âmes sœurs, entre intelligence artificielle finalement identique au départ avant de prendre des ramifications différentes. Donc c'est beaucoup de choses en même temps. Ça peut être histoire d'amour, mais ouais, avant tout, c'est un lien indéfectible, absolu qui les unit. C'est ça qui est le plus fort entre eux. Moi, à titre personnel, j'y avais vu, un frère et une sœur, très proches, mais bon, chacun sa lecture de Oui, oui, l'album. oui, complètement. Je crois que c'est toi qui as publié un screen d'un article où il parlait de enfin l'article n'était pas du tout sympathique, par rapport à ta bande dessinée. Comment on fait en tant qu'auteur pour faire face aux critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, une fois que notre album est sorti? C'est hyper dur. Je pense que la voie de la sagesse, c'est pas aller les lire. Parce que, enfin, de toute façon, mais ça, tout le monde connaît, hein, sur Internet, on peut se lâcher, donc on peut dire absolument tout et choisir les mots les plus crus pour ça. Donc c'est assez compliqué parce que oui, le plus sain, ça serait juste de se défaire des critiques et de continuer son travail et d'être simplement porté par les bonnes vibrations des gens qu'on rencontre en dédicace qui, eux, normalement, viennent pour dire qu'ils ont apprécié le bouquin, autrement, ils ne feraient pas la queue. Pour autant, ouais, je peux pas trop m'en passer notamment, enfin, c'est probablement une curiosité morbide. Le problème, c'est que souvent, en fait, la critique négative va arriver à prendre le pas sur peut-être la dizaine, vingtaine ou trentaine de critiques positives que tu auras lues avant, pendant et entre. Et, euh, et, euh, et voilà, donc voilà. Après, vivre avec ce doute, là où je trouve ça intéressant, c'est qu'en tant qu'artiste, faut toujours se remettre en question. Si on commence à trop prendre la confiance sur ce qu'on est en train de faire et être convaincu qu'à chaque fois qu'on va poser le crayon sur une feuille, c'est pour faire un chef-d'œuvre, on risque de rater le coche. Donc bon, ça permet de se remettre
dans une sorte d'humilité et de repartir au boulot en essayant de toujours s'améliorer. Alors, juste petit aparté, je ne dirai pas qui, mais il y a un auteur, je sais qu'il a une alerte Google sur son nom, en fait. Parce qu'une fois, j'ai parlé de lui dans un article qui n'avait rien à voir, il est tombé dessus, il l'a screené, il l'a mis sur Twitter, et donc là, je sais qu'il avait une alerte Google. Voilà, mais je ne dirai pas qui c'est. Ah ouais, non, mais là, il faut aller loin. Voilà, chacun son niveau de surveillance des critiques. Mm. Il y a lire les critiques de ces albums et puis carrément traquer tous les moments où on parle de Oui, tout. oui. Ouais. Alors, Carbone et Silicium, c'est de la science-fiction, c'est un genre qui est délicat. Shangri-La aussi, c'était de la science-fiction. Est-ce que c'est un exercice difficile de parler de faire de la science-fiction en BD? Oui, oui, oui. Bah, de manière générale, la science-fiction, je pense que c'est un des genres les plus compliqués parce qu'en fait, il se repose sur pas grand-chose d'existant. Quand on s'inscrit dans de la fantasy, dans du contemporain, on peut se raccrocher à beaucoup de choses qui existent, qui ont déjà été faites, à un imaginaire tangible. En science-fiction, faut inventer des concepts quand même, que ce soit des concepts graphiquement, des méthodes de représentation, des concepts technologiques qu'il faut arriver à expliciter. Donc oui, je trouve que la science-fiction, c'est vraiment un challenge en soi à se dire, bon, quand je vais représenter une station spatiale dans Shangri-La, quand je vais représenter des robots dans Carbone, comment je vais le faire? Qu'est-ce que je suis en train d'inventer qui n'existe pas encore? Donc, sur cette partie spécifique, je trouve que c'est assez compliqué. Pour autant, là où je trouve que c'est plus facile de faire la science-fiction, c'est à partir du moment où justement le but, c'est d'avoir un regard critique sur des problématiques contemporaines. Parce que le genre de la science-fiction, qui permet vraiment d'étaler une narration sur des dizaines ou centaines d'années dans le futur, pour finalement en fait parler de choses qui nous sont intimes aujourd'hui, c'est un peu le genre privilégié. Et est-ce que tu penses que c'est assez un peu délicat comme question, mais est-ce que tu crois que c'est ce qui t'a empêché, ce qui a empêché l'album de se retrouver dans la sélection officielle d'Angoulême? Oula, euh, alors, oui et non. Alors, pour ménager le suspense, faut juste que je branche mon portable. Je suis désolé, hein, c'est vraiment le live de toute la parade. Je Ah bah il a disparu. Mais non, voilà, pour revenir sur la question, et sans citer de nom non plus, effectivement, il paraît que la science-fiction, c'est pas non plus le genre préféré des jurés, en fait, à Angoulême. Et du coup, oui, enfin, de manière générale, de toute façon, c'est un peu un genre de niche, la science-fiction. Et c'est pas grave. Enfin, c'est moins populaire que plein d'autres genres. Et c'est peut-être juste ça. Alors aussi, peut-être parce que les gens ont préféré d'autres bouquins et d'autres bouquins de SF d'ailleurs, parce il y a quand même deux autres. Il y a Bolshoi Arena et le dernier Atlas, je crois, qui sont quand même nominés. Donc il y a un petit peu de SF quand même. Mais de manière générale, j'ai pas l'impression que ce soit un genre qui soit très plébiscité par la critique. Mais de toute façon, au final, t'écris pour les lecteurs. Oui, oui, parfaitement. Oui, 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 complètement. Oui, 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 oui. De toute façon, le vrai challenge, justement, c'est au moment où une BD sort, c'est d'avoir l'approbation du lectorat, si possible dans sa majorité, mais en tout cas d'avoir l'approbation du lectorat. Oui, oui, il n'y a rien d'autre, quoi. Les critiques, les critiques et les prix, finalement, c'est pas grand-chose. Du coup, Carbone et Silicium, il est sorti fin août, si je me trompe pas. Donc tu t'es retrouvé dans cette période un peu compliquée des entre-deux confinements où il n'y avait encore pas beaucoup de choses qui étaient possibles. Est-ce que tu as pu quand même voir ton public? Oui, oui, parce que à partir du moment où le bouquin est sorti, en fait, j'ai enchaîné les dédicaces en librairie, vu qu'il n'y avait plus de festival d'organiser, mais au moins en librairie, parce que les libraires, en fait, avaient vraiment fait en sorte que les dédicaces puissent encore avoir lieu avec des normes sanitaires assez strictes. Et donc ça fonctionnait bien. Et donc j'ai pu, ça s'est arrêté net au moment du confinement, quoi, mais du coup, pendant presque 2 mois, je pense, ouais, c'est à peu près ça, quoi, j'ai pu quand même en faire. Et c'était chouette, justement, ouais, ça c'est toujours assez indispensable, parce que
Parce que même si, en termes de proportion, on reçoit vachement plus de retours, sur les réseaux sociaux, de voir les gens en vrai, de pouvoir discuter un peu plus longuement de ce qu'ils ont aimé, pas aimé et de leur ressenti, ça c'est vraiment une chance, ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on parle aussi de Midnight Tales, cette série, que tu as créée. Est-ce que tu peux nous la pitcher un petit peu? Parce que j'allais le faire, mais je préfère quand c'est les auteurs qui pitchent, leur travail. Ouais, alors Midnight Tales, c'est une, série, en fait, c'est un recueil de bandes dessinées, collectif. C'est-à-dire que dans chaque tome, il y a 4 bandes dessinées faites, par 4 artistes, différents, avec des styles très variés, qui narrent les aventures, de sorcières modernes, en fait, qui, font partie de l'Ordre de Minuit, qui est un ordre séculaire qui s'est créé, à la suite des persécutions en sorcellerie qu'il y a eu pendant l'Inquisition, au XVIIe siècle et qui perdure encore aujourd'hui. Et c'est l'occasion, en fait, d'avoir des histoires courtes qui se passent, un peu partout dans le monde, avec des mythologies toujours, très différentes et variées et qui suit le point de vue comme ça, voilà, de jeunes filles qui font face à la fois aux forces démoniaques et puis à des problématiques très actuelles parce que ça se veut ancré, dans des problématiques qui sont, des problématiques de société qui sont, entre autres féministes. Qu'est-ce que c'était ton rôle? Parce que tu as créé la série, Oui. qu'est-ce que c'était ton rôle, en fait, au sein de Midnight Tales? Alors moi j'avais, un rôle qu'on pourrait, assimiler à celui de showrunner dans une bande dessinée dans une série télé, pardon. À savoir, vraiment avoir l'idée de base, le concept, c'est-à-dire qu'il y avait une bible graphique, une bible littéraire assez stricte et donc veiller à ce que chaque personne, que ce soit à l'écriture ou au dessin, qui allait du coup, poser sa patte sur l'univers, de veiller à ce qu'ils suivent tous ces codes qui avaient été écrits avant et que surtout, ça suive aussi un cheminement logique, c'est-à-dire fur et à mesure des épisodes, il y a toute une narration, tout un fil rouge qui se développe, des personnages récurrents qu'on voit d'une histoire à l'autre et il faut aussi que ça aille justement dans le sens où l'histoire globale se révèle au fur et à mesure. Donc en quelque sorte, sur cette série, tu étais auteur, mais tu étais aussi, éditeur? Oui, 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 complètement. Alors, en fait, même pour être honnête, moi, c'est justement pour cette fonction, enfin, d'éditeur, de directeur de collection, que j'ai impulsé la création de Midnight Tales. C'est-à-dire qu'au sortir de Shangri-La, ça m'intéressait justement de rajouter une corde à mon arc et puis de voir un peu ce que ça faisait de non plus dessiner dans son coin, écrire dans son coin, mais voilà, d'être avec d'autres auteurs, de gérer leurs projets, de pouvoir leur faire un retour critique. Alors, ce qui demande une sacrée dose de confiance parce que c'est souvent très difficile de le faire sur son propre travail. Mais pour autant, voilà, ça m'intéressait. Puis voilà, ça me permettait en plus d'avoir un aspect un peu plus collaboratif et collectif sur de la création, ce qu'on a très très peu en bande dessinée, a fortiori quand on est auteur complet. Donc là, la première saison est terminée. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience? Ça a été dur. C'était incroyablement dur. C'est marrant parce qu'en fait, moi, si j'ai pu créer Midnight Tales, c'est qu'il y a eu Doggy Bags avant. Et en fait, j'avais jamais mesuré la quantité de travail que ça demandait quand je voyais Run faire. Et j'ai pu en rediscuter avec lui après, en fait, une fois que je lui ai dit, mais comment tu fais? Moi, je ne peux pas faire Midnight Tales de mon projet à côté et dormir. Et non, effectivement, on ne peut pas. Et lui, il le fait, quoi. Et je trouve ça fou. Donc, non, en fait, c'est hyper fatigant et très prenant parce qu'il faut être sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'il faut à la fois écrire certains scénarios, s'occuper de savoir de quels articles on aura besoin, illustrer les articles, gérer chaque auteur à chaque stade de production, c'est-à-dire quand je reçois leur scénario, leur storyboard, leur crayonné, leur ancrage, la couleur, gérer la maquette également. Et puis voilà, donc c'est un boulot absolument intense, mais qui est presque plus gratifiant en fait qu'une bande dessinée personnelle, parce que voilà, avec l'effort collectif, il y a un album qui sort à la fin et je sais pas, moi je trouve qu'il y a un côté assez magique qui est assez inexplicable. Pendant que Midnight Tales sortait, donc tu travaillais également sur Carbone et Silesium. Ouais, 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 c'était un peu le grand écart parce que du coup ça demande pas la même énergie, ça raconte pas la même chose et c'est pas du tout
dans le même ton. Et finalement, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est pour ça aussi on devait pas laisser en fait autant de temps entre la première saison et la deuxième saison. Et moi, je suis arrivé à la fin de production de Carbone et Silicium et j'allais pas pouvoir m'occuper du premier tome de la saison 2 et de la fin et du bouclage de Carbone en même temps. Donc on s'est dit bon, c'est la fin de la saison, profitons-en. On fait une pause un peu plus longue et voilà, ça m'a permis de finir à peu près correctement, quoi, parce qu'autrement c'était trop chaud. Donc il va y avoir une seconde saison. Donc il va y avoir une seconde saison. Alors c'est un peu compliqué et je ne peux pas donner de date de sortie immédiate parce qu'il y a eu le Covid déjà qui a un peu tout chamboulé les plannings des éditeurs et Ankama en tête. Et parce que c'est une série qui vivote en fait, qui marche pas très bien en termes de vente. Et donc voilà, donc ça demande de la réflexion là pour l'instant sur jusqu'où je veux aller avec cette série et comment aussi peut-être permettre à d'autres lecteurs en fait de découvrir le concept, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait entre les gens qui achètent mes one shot et les gens qui achètent Midnight Tales, c'est pas forcément les mêmes personnes, c'est pas forcément tout à fait le même public aussi, et donc moi la communauté que j'ai autour de moi, c'est celle qui lit mes one shot et pas forcément Midnight Tales. Et donc voilà, donc c'est un peu compliqué. On réfléchit aussi à se dire comment toucher peut-être un public qui n'avait pas encore eu accès à la saison 1. Donc éditorialement, est-ce qu'il y a des changements à apporter aussi, des trucs comme ça? Donc voilà, c'est malheureusement, alors que moi j'y suis très attaché et que je voudrais que ça continue autant que ça peut, là pour l'instant c'est un peu compliqué. En tout cas, on se pose beaucoup de questions pour essayer de relancer cette seconde saison sur de bons rails. Donc lisez Midnight Tales, parce que Oui. c'est bien. Ouais. Alors moi j'avais envie de te parler d'un autre projet que je trouve très intéressant. Tu as réalisé une bande dessinée pour le Japon, pour un magazine en hommage à Tezuka. Oui. Ouais. Oui, pardon, vas-y. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que c'est cette BD? Alors, c'est dans Tezu Komi. En fait, c'est un recueil d'histoires courtes qui a été réalisé pour célébrer alors là, j'ai un doute du coup, les 90 ou 95 ans de la naissance d'Osamu Tezuka. 90. 90, ouais. Je crois. Et donc en fait, donc Frédéric Tout-le-Monde, qui est un éditeur au Japon, mais qui d'habitude édite des livres européens au Japon, c'est lui qui a édité Black Sad, c'est lui qui a édité Last Man au Japon, par exemple, le manga Radiant, et qui a proposé à certains auteurs occidentaux, dont Surya aussi, par exemple, de prendre une histoire qui les avait touchés dans toute l'œuvre d'Osamu Tezuka, donc il y a de quoi faire, et de réaliser une histoire courte qui serait une espèce de spin-off ou de suite spirituelle à ce qui avait déjà été fait. Donc moi, j'ai eu le champ libre, en fait. Alors déjà, j'étais hyper content, donc c'est 30 pages. Mais alors, 30 pages publiées au Japon, c'est un peu un rêve de gosse, quoi. Il y a quelques... Voilà, sur ma liste de choses à faire en tant qu'auteur, c'est bon, ça, j'ai pu le cocher. Et j'avais le choix justement du manga à traiter, alors sauf Astro Boy parce qu'il avait été pris par les premiers auteurs sur le projet, quoi. J'ai hésité entre La vie de Bouddha et Metropolis, parce que La vie de Bouddha, ça a été une lecture assez forte, même si je me voyais finalement assez mal proposer une suite aux aventures de Siddhartha, enfin, ça me paraissait un peu ambitieux. Et Metropolis, principalement parce que j'ai été énormément touché par l'adaptation animée qui est sorti il y a peut-être une quinzaine d'années maintenant et qui avait été réalisé par Rintaro, et voilà, que j'avais trouvé absolument folle. Et puis voilà, dessiner des robots, dessiner des cités cyclopéennes et grouillantes, bon, c'était un peu ce qui me plaît, quoi, et ce que je maîtrise, quoi, donc c'était cool. Donc voilà, je suis parti sur 30 pages qui font suite en fait à la fin de Metropolis. Et voilà, et c'est sorti au Japon l'année dernière dans le Tezu Komi numéro 7. Et je viens d'apprendre qu'en fait, ça allait être édité chez Delcourt Tonkam en début d'année, là, en 3 gros volumes. Et je trouve ça mortel. C'est trop bien. Ouais, c'est de la folie. Alors moi, j'ai suivi toute l'histoire de ce projet parce que plus ça avançait, plus annonçait de nouveaux auteurs français là-dessus. Et il y a Renaud Lemaire, Elsa Brandt, Elsa Bordier,
avec Souria, Ouais. il y a Morvan aussi. Enfin, oui, il y a vraiment plein d'auteurs, ouf, qui ont participé à ce projet Oui. qui est sorti qu'au Japon. J'étais genre: «Non, non, ça sortira en France, c'est obligé» et donc effectivement, c'est Delcourt qui va sortir en 3 tomes, heu, dès le mois de janvier, donc ça, c'est, Ouais. trop chouette. Du coup, qu'est-ce que c'est la suite maintenant pour toi, Mathieu? Est-ce que tu vas partir sur un nouveau one shot? Ouais, ouais, bah, là, je suis en phase d'écriture justement. C'est, bah, parce que de toute façon, en fait, à la fin de la production d'une bande dessinée, en fait, on est tellement, hem, en tout cas, je suis tellement saoulé par la fin de production d'une bande dessinée parce que finalement, moi, je fais la couleur tout à la fin, donc c'est 5-6 mois, de tâches très répétitives et assez peu cérébrales, donc ça permet, quand même de réfléchir à la suite. Et en l'occurrence, donc ça fait quelques mois que je pense à l'après carboné silicium. Et là, je me retrouve là, je me laisse jusqu'à janvier pour fixer tous les éléments de scénario et ensuite commencer à storyboarder. Donc là, je suis en pleine écriture. Ça sera de la science-fiction aussi. Alors, c'est toujours compliqué parce que alors maintenant, je commence à être connu en tant qu'auteur de science-fiction, alors que finalement, j'ai fait La Belle Mort et Adrasté qui n'était pas et que je voudrais pas être cantonné dans ce genre strictement. Pour autant, autant je vois une filiation entre Shangri-La et Carbone, autant, moi, je pense que j'ai encore un récit de science-fiction à faire pour former une espèce de triptyque où on verrait le lien de parenté. Euh, dans les thématiques, j'entends pas dans le scénario, mais dans les thématiques, avec Shangri-La, qui était une critique très contestaltaire, virulente d'un système, Carbone, qui montait un monde, qui montrait pardon, un monde en transition, en déliquescence, mais aussi en transition vers quelque chose de nouveau, finalement, de nouveaux modèles de société, tels qu'ils restent encore à inventer, quoi. Et justement, mon prochain one-shot de science-fiction va montrer ça, c'est-à-dire cette suite thématique, c'est-à-dire qu'une fois que le système est tombé, comment on réinvente une société, si possible une société qui ne serait pas capitaliste et qui se serait construite sur des valeurs différentes. Et donc voilà, ça va être la grande thématique de mon prochain bouquin, à savoir voilà, montrer une science-fiction qui va au-delà du post-apocalyptique, au-delà de la fin de toute chose et qui essaye d'inventer de nouveaux imaginaires. Dans tes remerciements, tu disais que le succès de Shangri-La avait porté Carbone et Silicium? Oui, 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 oui. Alors, pour, pour, euh, pour, euh, pour faire un état des lieux assez rapide de l'état de la bande dessinée aujourd'hui et surtout de la manière dont vivent les auteurs, c'est très très rare de pouvoir toucher des droits d'auteur en bande dessinée. Souvent, on est payé en avance sur droit, c'est-à-dire au moment de la production de la BD, pour avoir un peu d'argent au moment de la production. Et en fait, les ventes sont souvent assez faibles parce qu'en fait, le marché de la BD est stable, mais il y a toujours plus de sorties. Donc, la variable d'ajustement, c'est le nombre de ventes par album, et celui-ci ne fait que diminuer, de telle sorte que les auteurs, en fait, touchent leur avance sur droit, mais pas leur droit d'auteur. Et donc, finalement, à partir du moment où on a fini une bande dessinée, il faut tout de suite se relancer dans un nouveau projet, parce qu'autrement, on ne va pas toucher d'argent, quoi. Et en fait, moi, ce luxe que j'ai aujourd'hui, c'est qu'avec Shangri-La, j'ai touché des droits d'auteur. Je vais en toucher avec Carbone aussi. Et du coup, ça me permet justement de me dégager de cette urgence, de cet appel à la surproduction aussi en bande dessinée, de fait de devoir toujours et le plus rapidement possible passer d'un projet à l'autre. C'est pour ça que j'ai mis 4 ans entre Shangri-La et Carbone, et que je me laisse 3 ans là entre Carbone et le prochain projet, parce que voilà, financièrement, je sais que j'ai le temps, qu'en plus de l'avance sur droit, je vais toucher des droits d'auteur, ce qui est extrêmement confortable. Et je pense que c'est important, en tout cas c'est important pour moi, parce que je vois que plus je laisse mûrir une idée, plus elle devient bonne en fait. Et c'est pour ça, je pense que je trouve qu'il y a un gap d'écriture entre Shangri-La et Carbone, parce que Carbone, voilà, j'ai pu prendre mon temps pour voir les idées qui, avec le temps, résistaient, enfin tenaient, et les idées qu'il fallait mettre de côté.
Du coup, petit message au chat, il nous reste 15 minutes, donc si jamais vous avez des questions pour Mathieu que vous voulez que je lui pose, n'hésitez pas à les poser, même si je suis depuis tout à l'heure, hein, donc vous inquiétez pas. Voilà, n'hésitez pas à les poser. Donc ce nouveau one-shot, ce sera toujours au label 619. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ça sera toujours au label 619. De toute façon, plusieurs choses. C'est que déjà, moi, je m'y sens bien au label 619. Et, et je veux dire, moi, quand il est, encore une fois, pour Carbone et Silicium et même pour Shangri-La, etc., moi, je discute, on discute tous de nos projets entre nous, on se donne des conseils, etc. Donc, déjà, il y a une émulation créative avec Run, Florent Maudou, Guillaume Singelin, etc., qui est assez forte. Et puis aujourd'hui, de toute façon, je suis marié au label 619, quoi, dans la mesure où avec, encore une fois, avec Run, Florent et Guillaume, on est tous les quatre, le label 619, et nous appartient à tous les quatre, quoi, et plus à Run qui commençait à en avoir marre de devoir gérer tout seul. Donc c'est pour ça, qu'il nous a proposé il y a 2 ans de rentrer aussi dans l'organisation et la gestion du label. Donc maintenant, je suis partie prenante, et au-delà de mon projet qui sera signé là-bas, il y a toujours justement le suivi éditorial qui se fait conjointement avec les autres. D'ailleurs, c'était pour le Comic-Con de l'année d'avant, je crois, en 2019. On avait réalisé un podcast avec le label 619 sur 9eart.fr. Donc vous pouvez le retrouver, hein, et on en a parlé longuement Exactement, oui. de cette espèce de fraternité et cette ébullition créative qu'il y a au sein du label qui fait que, comme tu dis, vous êtes mariés au label et qu'aucun d'entre vous n'a envie de partir, quoi. Du coup, je regarde les questions. Alors, il y a quelqu'un qui dit: est-ce que ça t'a surpris de ne pas être dans la sélection officielle? Donc ça, on en a parlé tout à l'heure et on a dit que la sélection officielle, on s'en fout. C'est l'avis des lecteurs qui est important. Voilà. Voilà, il y a Atelier Sento qui dit: ce que vous faites au label 619 est magique. Ah oui, suivez Atelier Sento, ils sont trop forts. Atelier Sento, ce que vous faites, c'est magique aussi. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que tu as peur que ne pas être dans la sélection officielle d'Angoulême fasse souffrir Carbone et Silicium et te presse le pas à sortir autre chose de City Stars? J'ai plus peur du Covid. En l'occurrence, là, on l'a vu, moi, comme pour tout le monde, moi, j'ai vu les chiffres, en tout cas, du label 619, et pendant le confinement, les ventes ont été divisées par 3 pour la plupart des titres. Non, là, j'ai plus peur des répercussions du Covid, et j'espère que Noël et le début d'année, là, va bien se passer en termes de vente, justement, pour moi, très égoïstement, en tout cas, me permettre de bosser doucement. Mais non, là, alors, faut pas se mentir, effectivement, je pense par exemple que Shangri-La a bénéficié de la sélection à Angoulême de manière assez forte, parce qu'une fois qu'on est sélectionné, on peut avoir le petit autocollant à mettre sur son album. On est mis en avant un peu plus dans les librairies ou les Fnac, Cultura, etc. Donc il y aura peut-être une petite incidence. Pour autant, là où Shangri-La, où Carbone se différencie d'autres BD, c'est que c'est ce qu'on appelle un long seller, c'est-à-dire que c'est un one-shot assez dense, peu onéreux. C'est une bonne idée pour faire des cadeaux. C'est un bouquin de SF, alors que le genre de SF n'est pas si important que ça en bande dessinée. Donc, à partir du moment où un libraire conseille de la SF, il peut conseiller Carbone. Donc, normalement, il va se vendre sur du long terme, quoi. En tout cas, faut espérer. Il y a Ampère qui demande: quel conseil peux-tu donner aux débutants dans la bande dessinée concernant les maisons d'édition? Alors déjà, courage, parce que vous arrivez pas à la meilleure période, et particulièrement là parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont dû décaler leur planning et qui signent pas immédiatement de nouveaux projets. Alors, plusieurs choses. Et je pense qu'il faut envoyer au plus de maisons d'édition possible, parce que aujourd'hui, les maisons d'édition ont de plus en plus des collections variées. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on voulait envoyer de la fantasy, on envoyait à Soleil, de la SF à Delcourt, de la jeunesse à Glénat, ou Dupuis. Aujourd'hui, Dupuis, Le Lombard, Glénat ont une branche comics, ont même une branche manga, ont une branche jeunesse, etc. Donc même les gros éditeurs, ont
au fond de l'indé également. Donc vraiment envoyer au plus de monde possible. Pensez à faire des dossiers de bande dessinée succincts. Il faut partir du principe que les éditeurs de bande dessinée reçoivent à peu près 100 dossiers par semaine, en tout cas pour les grosses maisons d'édition, et qu'ils n'ont pas le temps de lire 50 pages de PDF pour savoir de quoi retourne le projet de votre vie. Donc, c'est vrai que moi, c'est un truc que je dis à mes étudiants, quand vous faites un dossier de bande dessinée, il faut que ça fasse en gros 15 pages avec note d'intention, pitch, synopsis, quelques pages de bande dessinée, de recherche graphique, et puis c'est tout, en fait. Il faut que ça puisse être survolé assez rapidement, qu'on comprenne le concept et qu'on puisse jauger la qualité des pages. Et pas plus. Voilà. Je pense qu'on arrive à un moment où il faut être efficace dans cette recherche-là. Et je dirais aux jeunes auteurs aussi, de plus en plus, de voir de ce qui se passe du côté du webtoon, parce que le webtoon, qui est en plein essor en France, recherche des jeunes auteurs qui ne sont pas encore forcément confirmés, qui n'ont pas encore publié. Et ça, c'est intéressant. Enfin, je pense notamment à Webtoon Factory. Et voilà, ça permet aussi d'être un tremplin intéressant en bande dessinée. Voilà, Ampère, si jamais tu veux te lancer dans la BD, tu as tes réponses. Basti demande, est-ce que ça t'intéresserait de te lancer dans une longue série où le confort du format one-shot te plaît plus? Alors, ça se trouve, un jour, je voudrais faire de la série. Non, là, ce qui me freine, c'est que j'ai besoin de me renouveler. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait, par exemple, de la mythologie grecque, c'est bon, j'en ai assez dessiné, j'en ai assez parlé. Il faut que je fasse un projet où graphiquement, je me renouvelle un peu, thématiquement et scénaristiquement aussi. Donc moi, être sur une série sur 5, 6, 7 ans, et avoir l'impression de faire toujours la même chose, je pense que je me lasserai en fait rapidement, quoi. En tout cas pour l'instant. Sur Montly nous demande si tu peux nous parler un peu de l'adaptation de Shangri-La en spectacle immersif. Ouais, bien sûr. Alors c'est rigolo parce que du coup là ça repop maintenant alors que ça fait depuis 2017 que ça a commencé. C'est-à-dire une animation qui produit en fait le spectacle. En fait, m'a contacté, on s'est vu à Angoulême 2017. Et alors, la BD concert, ça existe et il y en a déjà beaucoup qui ont été produits. Souvent, c'est en fait des planches de BD qui sont projetées avec les bulles et de la musique autour. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, pour Shangri-La, ils ont voulu faire ils ont mis un peu les petits plats dans les grands, ils ont voulu être un peu plus ambitieux dans la mesure où ça va être un spectacle qui se veut le plus immersif possible. C'est-à-dire qu'on a des grosses images de planètes, la sensation de voir l'espace, etc. C'est pour ça que ça va être un spectacle à 360 degrés, donc avec des fauteuils qui pivotent et des écrans de partout. Ça va être un spectacle où il va y avoir également, tout ne va pas être par texte, il va y avoir aussi des gens qui jouent le texte, en fait, des acteurs qui jouent le texte en plus des bulles. Il y a une smart fiction, c'est-à-dire qu'il va y avoir une application à télécharger sur son portable qui va donner du contenu exclusif. Moi, c'est sur ça que j'ai travaillé. J'étais moins impliqué sur le reste, mais un peu plus là-dessus. Et qui va conjointement, en fait, servir pendant le spectacle où vous allez recevoir des notifications, etc. Parce que le but, c'était pareil, c'était d'avoir à la fois un spectacle visuel, à la fois servir de Tianzhu, de tout ce qui est raconté dans l'album sur les nouvelles technologies, les téléphones portables, pour l'intégrer à vos propres smartphones et avoir une expérience un peu augmentée. Waouh, ça va être ouf. Ouais. Ça va être cool. Moi j'ai pu voir deux, trois séquences, etc. Et ça va être vraiment super intéressant. Ouais. J'imagine que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de date de tournée pour ce projet. Alors, il y a quelques dates, alors notamment à Grenoble, parce que comme je suis grenoblois, on fait la première à Grenoble le 4 mars prochain. Ah. Et voilà. Et ensuite, ça va se décanter tout doucement. Il y a une date à Creil, au-dessus de Paris aussi, dans la foulée. Et puis, ça va dépendre de beaucoup de choses, et notamment en fait de la condition sanitaire. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, dès qu'il y a un planning un peu plus précis, de mon côté, je le partagerai. Mais ouais, on avance doucement sur ce point-là, quoi. Owen Kenobi dit salut Mathieu, j'ai trouvé un escabeau, donc tu peux venir dessiner chez moi quand tu veux. D'accord. Parce qu'en fait, Mathieu a réalisé une fresque incroyable inspirée de Prague chez un pote et il a mis la vidéo sur Twitter. J'ai partagé.
Voilà, Ouais. folie. Et ouais, non, mais je le referai jamais parce que j'aurai plus jamais 3 jours d'affilée de temps libre devant moi. C'est fini. Mais oui, donc, Non, mais ma désolé. mâchoire s'est décrochée de jalousie quand je l'ai vu, vraiment. Ouais. Voilà, le prince Rours demande, est-ce que au sein de tes propres BD, tu, en as une préférée? Oui, alors c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de mal à revenir sur mes BD passées. J'ai tendance à les détester, que ce soit au niveau du dessin ou du scénario, en me disant comment j'ai pu dessiner des cases comme ça ou comment j'ai pu raconter ça de telle manière. Donc c'est un peu compliqué. Donc souvent, la BD que je préfère, c'est la dernière, c'est la moins pire, entre guillemets. Parce que voilà, c'est celle où je pense que j'ai fait le plus de progrès. Après, très honnêtement, j'ai une affection toute particulière pour Adrasté parce que c'est probablement le truc le plus différent que j'ai fait jusqu'à présent parce qu'il y a euh, autant les autres, il y a un scénario que j'ai construit et qui a été un peu, enfin voilà, qui a beaucoup construit. Là, au niveau d'Adrasté, c'était plus basé sur le contemplatif, sur, euh, sur presque de l'écriture libre avec un personnage qui se balade, qui voit des choses. Et voilà, j'ai une affection particulière pour ce côté assez peu formaté du récit tel que je l'ai écrit à ce moment-là, quoi. Voilà, donc plutôt Adrasté pour l'instant, même si voilà, en termes de dessin, je peux plus le regarder. Enfin, de toute façon, je relis jamais mes albums après qu'ils soient sortis, quoi. J'y arrive pas. Bon, dessinateurs dans le chat, ne vous énervez pas, ces albums sont très, très beaux et ils supportent plus de les voir. Bon, on fait abstraction, d'accord. Philippe Grumpf demande d'où te vient ton obsession de la perspective? Alors, en fait, c'est parce que c'est un vrai plaisir de dessiner des décors. C'est-à-dire, moi, dessiner des décors, c'est comme remplir un mandala. C'est-à-dire que je commence dans le coin gauche de la case et puis voilà, je rajoute des détails, je rajoute des fenêtres, je crée un immeuble et puis un deuxième, etc. Enfin, c'est très reposant. Enfin, moi, j'y trouve en tout cas, simplement en termes de dessin, quelque chose de vraiment reposant. Donc voilà, non, c'est juste ça. Et puis après, dessiner des décors, de toute façon, moi, ça me paraît hyper important. Je vois les œuvres, moi, qui me touchent le plus. Et je pense que ce soit en animation, où je pense notamment à l'animation japonaise, où les décors sont souvent extrêmement travaillés. Enfin, ils sont peints à la main avec des personnages, eux, plus synthétiques, ou même en jeux vidéo. Enfin, moi, les jeux vidéo qui me touchent le plus, c'est ceux où on est immergé dans un monde très construit. Voilà, moi j'ai besoin de ce vecteur d'immersion-là qui est le décor. Et donc, ça me va complètement de passer des heures et des heures à dessiner des univers dans lesquels le lecteur puisse plonger. Et c'est vrai qu'on plonge dedans, c'est un peu ça. Alors, une dernière question assez intéressante par Estasiel. Que représentent les baleines pour toi? Elles apparaissent très souvent, même si c'est Ah le ouais. temps d'une case dans tes livres. Ah ouais, non, c'est mes animaux préférés. Je trouve ça incroyable. Enfin, si un jour je peux aller nager à côté de baleines ou d'un truc comme ça me plairait bien. Non, il y a un côté extrêmement majestueux. Enfin, je peux regarder sur YouTube en boucle et pendant des heures des vidéos de plongeurs qui les filment en train de se déplacer. Enfin, il y a à la fois cette fascination pour les fonds marins. Enfin, moi, c'est un truc que je trouve assez fou. Et puis pour des animaux aussi grands qui se déplacent de manière aussi souple. Donc voilà, effectivement, donc j'aime bien en mettre de partout et on en a, ouais, il y en avait dans La Belle Mort et il y en a aussi dans Carbone ici, ouais, effectivement. Bah, merci à ce Estasiel, du coup. Merci pour cette question, parce que j'avais pas du tout tilté, mais Ouais, effectivement, en y si, si. repensant. Donc, cherchez la baleine dans les œuvres Voilà. de Mathieu. Voilà, et ben on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Mathieu. C'était super. Ouais, bah, ça a été un peu raccourci. Je suis vraiment désolé. On a eu 3 petits quarts d'heure, quoi. Ah, c'est pas grave. Je pense que le chat était quand même très content de t'avoir et j'étais bien contente également de pouvoir discuter avec toi. Alors maintenant, on va laisser la place à ce bon Aurélien Fernandez qui est également co-organisateur de cet événement pour une séance de dédicaces. Il va faire des dédicaces pour 4 lecteurs qui ont été
tirés au sort. Voilà, 4 petits chanceux. Et ben, du coup, moi je vous laisse, on vous laisse tous les 2 et puis, bah, merci encore Mathieu. À bientôt. Salut. Salut. Salut à tous.